Bonsoir tout le monde et bienvenue dans un nouveau numéro de votre émission Angle mort. Ce soir, nous avons des sommités qui vont s'exprimer sur de nombreux sujets concernant l'économie, l'organisation du pays, l'organisation financière du pays et pas mal de choses. Et on va commencer tout de suite avec M. Lies Goumeri, plutôt Dr Lies Goumeri. Marhaba bik et bienvenue. J'aimerais bien vous présenter, que vous vous présentiez au public algérien. Merci de m'avoir invité. Cette émission est consacrée à la place de l'engineering en Algérie depuis son indépendance. J'ai côtoyé et j'ai pendant de longues années travaillé dans ce secteur. Bon, je suis physicien, je suis diplômé d'universités étrangères en sciences des matériaux. Je suis aussi diplômé de Sciences Po Paris. J'ai fait donc un diplôme de magistère en finance d'entreprise. Bon, j'ai occupé des fonctions dans l'administration, dans des organisations internationales. J'ai travaillé pour l'ONUDI, également pour des organismes asiatiques et des entreprises. Donc je suis essentiellement, aujourd'hui, je me considère comme un auditeur industriel, et j'ai eu la chance de parcourir beaucoup de pays, de m'être installé dans plusieurs pays, et d'avoir effectué des audits de grandes entreprises, en particulier en Algérie ces dernières années. Donc il est très important de définir ce qu'est un peu l'ingénierie, puisque c'est notre sujet. Donc si on regarde les définitions, c'est un peu tout ce qui concerne les études d'un projet industriel sur tous ses aspects techniques, environnementaux, financiers, monétaires, sociaux, etc., qui nécessitent un travail de synthèse qui intègre énormément de compétences de différents types. Sur le plan, je dirais, international, on peut dire que l'engineering, ce sont les pays surtout très avancés qui maîtrisent cette matière. On peut dire que, en citer au moins deux, citer déjà les Chinois, la CSCEC, qui est un leader, mais aujourd'hui, dans le classement, je crois que c'est les Canadiens qui sont en tête, hein, avec, pour dire, un chiffre d'affaires qui peut dépasser les 15 à 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ce qui s'est passé, j'aimerais faire peut-être un historique pour rappeler. On va le faire après la présentation de nos invités. Mourad Preur, marhaba bik, bienvenue. Si vous voulez bien vous présenter au public algérien, bon, la plupart des gens vous connaissent déjà. Merci pour votre invitation, pour la chance que vous me donnez de participer à ce riche débat sur l'ingénierie. Bon, j'ai été en charge de la stratégie de Sonatrach, hein, mais ma formation après l'université d'Alger, j'ai fait l'école du pétrole et des moteurs de Paris. Je suis docteur d'État de l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles maintenant. Je suis consultant et conseiller en matière de stratégie. Je suis enseignant à l'école supérieure, l'école nationale supérieure de mathématiques et à l'école supérieure algérienne des affaires. Donc c'est un débat extrêmement utile et intéressant que vous ouvrez, et je vous en félicite. En fait, l'ingénierie, toute ma vie, je l'ai passée à Sonatrach, professionnel. Et quand je vais à Arzew ou à Skikda, je regarde des complexes industriels, donc de liquéfaction ou de raffinerie ou
pétrochimique que j'ai connu comme étude technico-économique sur mon bureau, sur le bureau de mon collègue d'à côté. Et c'était l'aventure de notre jeunesse. Je suis rentré à 23 ans sur la traque. Et donc, aujourd'hui, je regarde avec fierté ces réalisations. Le premier projet TAI, c'était l'oléoduc condensat Hasserm al-Arzu. Hein, JZ1. Non, c'est c'est un oléoduc. Hein, et donc, c'est une expérience qui vous marque. Et là, dans ce monde qui change, je suis toujours préoccupé par le fait que ceux qui ont la main, c'est ceux qui maîtrisent le concept. C'est ceux qui maîtrisent le concept. Et je vous le dis tel que je le ressens, je suis choqué de voir que pour les grands projets qui viennent, on parle encore de PC, Engineering, Procurement, Construction. On va y venir. On va y venir. Et aussi, vous avez collaboré à la rédaction de ce livre. C'est le professeur Abdelwahab Rzik, qui a été mon enseignant à la fac, hein, qui a réuni un certain nombre d'experts et de professeurs, dont notre ami Mohamed Ayadi, Allah yarhamou, le secrétaire général de la Transsaharienne, mais aussi le professeur Yaïssi de Bjaya, le docteur Bessaha de la Banque mondiale, etc., le docteur Musette, donc un certain nombre d'experts, et nous avons fait des propositions, nous avons réfléchi au futur de l'Algérie. Voilà, et j'espère que ce débat avec mes amis Damo et Gomiri va être riche. J'espère qu'on ne sera pas d'accord. On passe tout de suite à Dr Mohamed Damo, si vous voulez bien vous présenter à notre public. Merci. Moi aussi, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Effectivement, quand mon ami Elias Gomiri m'a parlé de cette émission, j'ai d'emblée accepté, dans la mesure où pour moi, l'engineering, c'est un peu ma vie, hein, si je puis dire. Donc, j'ai passé toute une carrière, une cinquantaine d'années, un peu sur le sujet. Je suis effectivement ingénieur de formation. J'ai eu mon doctorat en 78, ça fait déjà presque 50 ans maintenant, dans l'engineering, donc à l'étranger. J'ai commencé une carrière d'enseignant-chercheur en 78 qui s'est terminée en 2000. Donc, et j'ai pris ma retraite effectivement donc à ce moment-là. J'étais enseignant-chercheur toujours dans l'innovation, la formation, l'ingénierie. Donc ça, c'était à tel point que quand j'ai pris ma retraite, j'ai commencé par créer un cabinet d'engineering qui s'appelle Veitech. C'est de l'engineering industriel, c'est sa raison d'être, qui a fonctionné pendant une vingtaine d'années aussi, donc 25 ans, qui existe toujours. Ma femme fait moins parler de lui en ce moment. Donc, j'étais tellement passionné par la technologie, tout ce qui est engineering, que dès que j'ai pris ma retraite, avec un certain nombre de collègues, nous avons créé une association qui s'appelle A2T2. C'est l'association algérienne pour le transfert de technologie, tout simplement, qui a été agréée officiellement. C'est une association nationale qui est représentée un peu dans toutes les wilayas, qui a été officiellement créée en 2003, pardon. Voilà, donc créée en 2000, mais officiellement agréée en 2003, donc qui est active en organisant des séminaires sur notamment le transfert de technologie, sur l'engineering industriel, parce que, encore une fois, c'est un peu mon dada, si je puis dire, hein, en utilisant un terme. Voilà, donc toute ma carrière est pratiquement consacrée un peu à ce domaine, et j'espère que le débat portera sur les questions essentielles, hein, qui nous éclaireront sur ce qu'est l'ingénierie et ce que l'ingénierie peut apporter en tant que levier pour le développement d'un pays en particulier. Lies, si on parle d'ingénierie, on parle toujours de continuité, d'évolution positive bien sûr, mais nous avons traversé beaucoup de zones de rupture. C'est dû à quoi, à votre avis?
Je me permettrai d'abord de rappeler un petit peu d'où on est parti. Donc il faut peut-être rappeler qu'après l'indépendance, nous étions au niveau zéro et qu'il y a eu un programme volontaire d'industrialisation, donc c'est un choix d'un État qui considère que la prospérité et l'emploi et le développement d'un pays doit passer par ce processus d'industrialisation. Je respecte ce choix, mais il faut quand même l'analyser et le rappeler. Ce que je peux dire également, c'est que l'engineering était au menu, était dans les préoccupations de nos pères qui dirigeaient ces projets-là. Il ne faut pas nier, donc, ils avaient inscrit. La preuve, c'est qu'il y avait à la fois la création de grands départements d'ingénierie, d'abord au niveau de Sonatrach, puisque moi-même je suis issu à l'origine d'un contrat avec Sonatrach dans les années 72, avec le département d'engineering de Sonatrach, et il y avait pratiquement dans toutes les grandes entreprises un département chargé de l'ingénierie. Donc on peut dire que c'était présent. D'un autre côté, bon, c'est clair que l'ingénierie c'est d'abord de la matière grise. Oui. Donc il faut avoir des hommes et il faut avoir des gens qualifiés, quelquefois très pointus. Des femmes et des hommes. Oui, quand je dis des hommes, bon, j'inclus les genres, hein, c'est certain. Et pour cela, il faut reconnaître que les gens à l'époque avaient pensé à ce problème et donc avaient lancé un programme de masse de formation à l'étranger. Généralement, les gens qui étaient envoyés avaient à peine le bac. Donc, on prenait des maths LM de préférence et ils envoyaient dans les grandes universités étrangères, essentiellement, je dirais, l'Europe et les États-Unis, mais aussi dans quelques pays de l'Est. Et ça a été donc les années, je dirais, ça a commencé en 67 et ça s'est achevé à la fin, début des années 80, enfin, oui, c'est ça. Les grandes, je dirais, la masse. Donc, je n'ai pas les chiffres exacts de tous les boursiers, mais j'estime entre 300 et 400 000 personnes ont été envoyées. Il n'y a pas que Sonatrach, il y a les ministères et les entreprises. Les universités aussi. Toutes les universités, etc. On aurait pu donc, c'était l'objectif. L'objectif était de pouvoir produire, ou mettre à disposition des outils industriels qui venaient d'être installés, c'était le grand programme d'investissement et d'industrialisation. Donc des ingénieurs, des managers également, des enseignants pour les centres de recherche, de formation, etc. Il y a eu une multitude aussi de création de sociétés nationales d'ingénierie dans les domaines de la mécanique, de la sidérurgie, etc. J'en ai pas fait un inventaire, mais j'en ai les plus grandes existent toujours. Je ne sais pas comment elles ont résisté. J'expliquerai pourquoi il y a eu récession. Donc globalement, je peux dire que le constat que je fais, c'est qu'il y a eu récession. Pour ne pas dire, il n'y a pas eu d'abord de consolidation. Vous avez parlé de parcours discontinu. Alors, je peux citer deux périodes. Il y a eu la période, je dirais, à partir des années 80. Il y a eu arrêt du processus d'investissement, il y a eu même des investissements. Donc ça a causé un frein énorme au processus. Il y a eu la décennie noire, c'est certain, où tout s'est arrêté. Et il y a eu l'embellie, on va dire à partir de 2000 jusqu'à 2020, embellie financière. L'Algérie s'est retrouvée de nouveau avec des capitaux, des revenus très très importants et de grands projets d'infrastructures ont été lancés, les plus grands je crois que depuis l'indépendance. On parle de 800 milliards d'investissements. On considère que le coût de l'ingénierie c'est autour de 3 à 4%. Donc si on multiplie par 8, ça fait au jour entre 12 et 15 milliards de dollars qui ont été consacrés pour ce volet. Dans ces 15 milliards, qui a profité de cette manne? C'est évidemment les étrangers.
Absolument. Ce sont les entreprises étrangères, je dirais entre 80 et 90%. C'est là où je me pose des questions. Je me dis, si, dans les années 70, tout à fait au début, il était légitime de faire appel à l'expertise étrangère, je considère que c'est totalement illégitime, en tout cas, de confier la totalité des opérations, enfin des études d'engineering à des étrangers. On aurait pu trouver diverses solutions, elles existent, on les connaît, d'autres pays l'ont testé, où il y a coproduction, co-travail, etc. Diverses formules. On a préféré de continuer, comme disaient ces mots-là, à faire le clé en main. Donc on veut une étude en évoquant plusieurs choses, des choses très désagréables. C'est que j'ai entendu cela, en disant les nôtres ne sont pas capables. Les nôtres ne sont pas capables. Ou l'urgence peut-être parfois aussi. J'allais venir, l'urgence en disant oui, mais on ne peut pas attendre, il faut un truc parce que Sonatrach est toujours dans la priorité, etc. Et je dis que cette consolidation, c'était en quelque sorte un devoir patriote. Je considère qu'aujourd'hui, la souveraineté d'un pays, elle est liée, intimement liée à cette capacité d'ingénierie. Absolument. On le voit, on a vu avec l'Iran ce qui se passe, des pays qui sont menacés d'existence. Je ne parle pas d'Israël parce qu'elle est encore, c'est l'exemple à ne pas citer, mais bon, elle est intouchable parce qu'elle a décuplé ses capacités de production de toutes sortes d'armes, etc. Donc la consolidation et le renforcement de l'engineering, si on dit que c'est un acte de souveraineté nationale, je ne comprends pas réellement aujourd'hui comment ce n'est pas mis au cœur de notre politique pour doter l'Algérie d'une prospérité, de protéger ce pays et de donner bien sûr de l'espoir aux futures générations. Oui. Si Mourad, si on va parler de l'engineering au sein de Sonatrach que vous avez côtoyé pendant de longues années. Dans les débuts des années 2000, on avait créé SARPI avec une JV avec ABB, censé faire de l'engineering au profit de Sonatrach et former nos jeunes ingénieurs. Et on s'est rendu compte que cette entreprise n'avait aucun ingénieur étranger et tout était sous-traité chez d'autres. Donc l'Algérien n'a rien appris de SARPI. Et on a fini par la renationaliser ensuite. Comment on a évolué vers cette situation d'impasse? En fait, c'est un problème. Sonatrach, c'est l'Algérie, et donc les mêmes distorsions qu'on retrouve à Sonatrach, peut-être plus impérativement provoquées. Parce qu'il y a une obligation de coût-délai qui est incompressible, d'accord? Donc, Sonatrach, c'est un problème c'est un problème de culture. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'observe, on veut des mètres cubes d'eau dessalée aux normes OMS. D'accord? On a choisi le procédé d'osmose inverse. Voilà. Donc, la zone d'Alger ou d'Oran ou d'Annaba ou il lui faut tant de mètres cubes, incrémenté de tant de mètres cubes, sinon il y a un problème. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Dans l'urgence, on lance la construction d'une, je dis dans l'urgence, je le dire à bon escient. Donc la construction d'une unité de dessalement d'eau de mer. Ensuite, Oran également. Le Fergoug, il est envasé, etc. Il n'y a pas d'eau à Oran. Allez, en urgence, unité de dessalement. Toujours avec la seule préoccupation, c'est avoir des mètres cubes d'eau. Et mais à quel coût? À quel prix? Donc, non, mais déjà, le choix stratégique, quand on fait un choix stratégique, on avait d'autres choix. La technologie. La distillation
multiflash, par exemple, avec production d'électricité. Bon, on a fait osmose inverse. Mais personne ne dit on fait la même chose partout. On fait 10 stations de dessalement. Et donc, on négocie la construction d'une usine de membrane. Parce que l'osmose inverse, c'est quoi? C'est de la pression et des membranes. La pression, c'est facile, enfin, c'est pas des technologies captives. L'élément clé, c'est la membrane. Et la membrane, il faut. Et là, on va jusqu'à plus l'infini en train de construire des usines de dessalement parce que les gens ont besoin de boire et parce que l'industrie a besoin d'eau et parce que. Sans retour d'expérience, sans vision. Capitalisation. Je parle de l'eau, mais Sonatrach, j'ai dit que je vois les complexes, je les vois. Pour moi, ils sont vivants, ils font partie de ma vie. Mais ce qui fait aussi partie de ma vie, c'est l'ENEP, l'entreprise d'ingénierie, c'est Altra qui a réalisé les modules 0 et 1 de traitement de gaz à Hassermel, qui est devenu GTP, qui est un bijou. Ouais. D'accord? Ce qui fait partie aussi, c'est la maintenance lourde. Non. Au départ, on avait construit la base centrale logistique et ensuite l'armée pour des raisons de Justement, on vient la BCL qui était un bijou de Sonatrach. Je termine, oui, s'il te plaît. Tfadal. Je dis, bon, la BCL, tout ce qui est défense nationale. Non, راح نحكيو عليها côté Sonatrach. Non, moi je ne discute pas. Je travaille, Ben Sharif. Oui. Moi, je me rappelle de BCL, il y avait des tours qui sont capables de traiter des métaux avec lesquels on fait les. Je confirme. D'accord. Mais on a aussi de toute façon, on s'est adapté ensuite avec comment dirais-je, les bases logistiques d'Arzeu et de Skikda et de Hassim Saoud, etc. À Arzeu, on recharge des axes de turbines qui font 10 fois cette. On fait beaucoup de choses. Maintenant, quand tu sais recharger les axes de turbine, quand tu sais faire les arrêts annuels d'un GNL, tes ingénieurs, ils ont accumulé de l'expérience. Ensuite, tu as tous les procédés qui sont opérés en Algérie. Ok? Le APCI Air Product, qui est l'un des plus grands dans le monde américain, il est en Algérie. Ouais. Comment ça se fait que que la première usine de GNL dans le monde, la Kamel, comment ça se fait que tu ne sois pas parmi les leaders? D'accord? Le GNL va contribuer à 58% dans le commerce mondial d'ici 2050. Comment ça se fait que tu ne sois pas du voyage? Absolument. Aujourd'hui, tes ingénieurs, ils font tourner les installations de Qatar Gaz et de Ras Laffan. Lahore, il est arrivé à 100 millions de tonnes de capacité, le Qatar. Toi, avec tes 24 millions de tonnes, tu es largué, mais tu peux devenir un leader dans le GNL avec tous tes ingénieurs, avec tout ton engineering qui doit se développer en partenariat avec APCI ou avec d'autres bailleurs de technologie. Justement, pour revenir à la BCL, je me rappelle qu'au départ, elle était destinée à traiter les BOP, les têtes de puits, mais ça n'a jamais marché. Et puis, ils ont راحوا للpolitique, grève générale, تاع الفيس, ils l'ont paralysé. Aïe, راحت l'armée, ça fonctionne très bien. Pourquoi tout ce qui est militaire, ça fonctionne comme il se doit, le civil, ça ne marche pas. Mohamed Amou. Je ne sais pas s'il faut présenter les choses comme ça. Non, c'est un constat, c'est tout. Moi, j'étais
j'ai fait la visite en 79 de la BCL, donc Sonatrach m'a envoyé. Le concept, c'est une société japonaise, hein, tout est japonais. Donc le concept était en fait de pouvoir produire des pièces de rechange pour le secteur pétrolier et parapétrolier. Et donc j'avais visité, donc il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait la scierie, il y avait tout le machinisme, etc. pour cela. Je pense que cet outil, je pourrais donner des explications pour comment ça a tourné. Cet outil a été un peu dévoyé pour la simple raison que Sonatrach, dans ses carnets de commandes, quand il voulait avoir une pièce, il ne s'adressait pas à la BCL. Il a commandé directement à partir des sociétés étrangères, ce qui rendait bien sûr cette BCL en sous-emploi. À un moment donné, ils ont fait des brouettes. Si je me souviens bien, ils ont essayé d'avoir... C'est comme la filiale de l'ENSP. Oui, c'est un peu ça. Donc ce qui était, en fait, c'est un système. Et le fait de passer au ministère de la Défense, je pense que le seul changement, c'est qu'un plan de charge a été présenté lorsqu'elle est devenue, mais il aurait pu aussi se présenter avant. Encore une fois, je pense qu'il faut voir ça dans un système. Ce n'est pas le ministère de la Défense qui gère mieux que Sonatrach. Ça, je ne pourrais pas l'affirmer. Je pense que simplement le système lui-même de commande, d'orientation et d'assistance. Pourquoi je parle d'assistance? Les ingénieurs de production, ils connaissent les pièces avec leur savoir-faire, etc. Oui, c'est vrai. Normalement, ils accompagnent le producteur dans la forme, dans les détails, Ça s'est passé exactement de la même manière avec la tuberie sans soudure de Sider pour Sonatrach. Sonatrach n'achetait plus les tubes sans soudure de Sider, alors qu'ils ont l'unité même de production était conçue pour répondre aux problèmes de Sonatrach. Et il y avait simplement, de la part de Sonatrach, on disait qu'ils n'étaient pas conformes et qu'ils achetaient ailleurs. Ouais. Mais quand bien même, vous dites c'est pas conforme, ça ne se dit pas comme ça. Il faut un cahier technique. Et ensuite, vous allez sur place, voir les ingénieurs de production, et vous essayez de régler un différend pour qu'il devienne conforme. Or, pourquoi je parle de système? Le système n'était pas préparé à cela. Il n'y avait pas une autorité qui était là derrière et qui disait il faut produire algérien. Et on mettra les moyens et le temps, mais on y arrivera. Cet esprit n'existait pas. Voilà, je voulais juste ajouter cela au propos que vous disiez, on gère mieux lorsqu'on est sous l'égide du ministère de la Défense. Je pense qu'il ne faut pas le présenter comme ça. Monsieur Damou, vous allez nous parler de l'ingénierie juste après cette petite coupure. À tout de suite. Bonsoir, marhaba bikoum une seconde fois. Nous allons continuer notre débat sur l'ingénierie avec Dr Mohamed Damou qui va enchaîner sur ce qu'a dit Lies Goumeri et Mourad Peror. Merci. Effectivement, c'est avec un grand plaisir que je converge par rapport à ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Nous complétons naturellement parce que nous avons chacun une expérience dans un domaine précis et nous avons peut-être des expériences complémentaires. Et je pense qu'au fond de nous-mêmes, nous visons la même chose. Nous cherchons à faire en sorte que cet écosystème d'ingénierie que nous connaissons très bien soit plus performant que ce qu'il est actuellement et qui réponde réellement aux attentes de tous. En tout cas, pour ceux qui sont en plein dedans, ceux qui l'ont vécu, ceux qui vivent cette réalité, j'avoue qu'il y a quelque part une déception parce que nous sommes conscients des capacités nationales en matière d'engineering et nous constatons qu'elles ne sont pas nécessairement utilisées d'une manière optimale. Donc si ce débat aidera, Inch'Allah, je l'espère, à peut-être tracer les voies qui sont nécessaires à suivre pour pouvoir arriver donc à ce que nous souhaitons au fond de nous-mêmes. Voilà, donc moi ce que j'aimerais c'est peut-être insister sur peut-être une idée qui a été déjà évoquée, c'est la nécessité d'une continuité. Vous avez parlé de rupture, c'est vrai qu'il y a eu des ruptures. Hein, quand on analyse un peu notre histoire contemporaine sur les 60 ans passés, les choses se sont relativement bien passées jusqu'aux années 80,
Donc beaucoup de choses ont été faites et bien faites. Il y a eu beaucoup de réalisations industrielles, beaucoup d'engineering et il y a eu également de la capitalisation. Donc on a eu de très grands projets, le Hadjar ou l'État, hein, mais les grandes sociétés nationales ont été conçues et réalisées à ce moment-là. On a parlé de Tubré-Son-Souvure tout à l'heure, que j'ai visité en 1970. Hein, donc ce sont des fiertés en termes de résultats technologiques et avec un engineering local, national, complété bien sûr par une coopération choisie volontairement, qui venait juste pour compléter ce que l'Algérien pouvait faire. Donc il y a eu ce problème de capitalisation qui malheureusement, donc, on peut dire qu'il n'a pas été au rendez-vous. Nous avons réalisé au sein avec l'association que je préside, donc l'association algérienne pour le transfert de technologie, un séminaire en 2016 parce que nous nous posions la question qu'est devenu l'engineering industriel en Algérie. Donc, et là, nous avions invité les acteurs de l'engineering national, les grandes sociétés nationales, y compris Sonelgaz, Sonatrach, ils étaient là comme témoins, même la SNERI, hein, tu as parlé tout à l'heure du bureau d'études, le fondateur de la SNERI était là, et nous avions voulu à ce moment-là tirer où est-ce qu'on en est en termes d'engineering industriel. Je vous assure que la conclusion n'est pas absolument celle que nous attendions. Le constat qui a été fait par les uns et les autres, c'est que malheureusement, progressivement, à partir des années 80, l'engineering s'est dilué progressivement au point où les bureaux d'études ont plus ou moins fermé les uns après les autres et une démarche nouvelle s'est installée, c'est celle qui consiste à faire appel à l'étranger d'une manière systématique. Donc l'importation ne concernait pas uniquement le produit, elle concernait le service. Et on importait des produits clés en main, des usines clés en main, parfois produits en main. Et dans ces conditions, les ingénieurs dont tu as parlé donc, tout à l'heure, mon ami Elias Goumiri, qui ont été formés en masse, se sont retrouvés pratiquement sans emploi, pour ainsi dire. Parce que si vous enlevez l'engineering à un ingénieur, il n'a plus de raison d'être. Il n'est pas là uniquement pour gérer, il est là pour concevoir, pour construire. C'est là où il trouve sa raison d'être. Et donc, il s'est passé donc, cette rupture, c'est un choix qui a été fait, probablement volontairement ou involontairement, mais qui a fait qu'à un moment donné, l'ingénierie qui a existé, qui a vraiment, à titre d'exemple, le premier séminaire national sur le transfert de technologie date de 1975. C'est dire que les gens étaient conscients quand même. Tout à fait, oui. Donc, 1975. Et donc là, en 2016, donc au moment où on a organisé le séminaire, on constate qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une sorte de désindustrialisation. Et la désindustrialisation s'est traduite par une sorte de désaffection de l'activité d'engineering. Les bureaux d'études qui ont existé, qui commençaient à se développer, se sont quasiment éteints progressivement au point où ils n'avaient plus de plan de charge. Et certains ont avoué, ils ont fermé faute de plan de charge. Oui, donc ce que j'aimerais, si vous permettez, c'est que nous réfléchissions ensemble sur le constat, on l'a fait. Hein, tout le monde l'a fait à son niveau. Nous l'avions fait officiellement, donc à travers un séminaire qui a réuni les meilleurs du moment, et faire en sorte que nous puissions dégager, peut-être en essayant d'accumuler un peu, il faut tirer les leçons du passé naturellement, pour voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les choses changent dans la bonne direction. Merci. Elias, vous avez évoqué tout à l'heure la nécessité d'un suivi de notre ressource humaine qu'on a formée auparavant et on constate un phénomène de déperdition de capacités. C'est dû à quoi, à votre avis? Tout à fait. Il faut rappeler qu'après ce large programme volontariste de formation à l'étranger, qui avait été confié donc, aux grandes entreprises et aux universités, je peux dire qu'il n'y avait pas derrière ce programme, surtout à l'issue des formations
de tous ces chercheurs et ingénieurs de plan de carrière, ni de mission. En fait, ils sont revenus, comme moi, je faisais partie de ces gens. On a du mal à me trouver, parce qu'il y en avait tellement, on ne savait pas où j'étais, et il n'y avait pratiquement aucun projet pour nous atteindre. Je pense que c'est le cas d'un grand nombre. Alors, il y a eu deux phénomènes. Il y a eu le premier phénomène de déperdition. En fait, ce sont les gens qui ont été envoyés en formation, qui ne sont pas revenus. Je pourrais donner des chiffres, mais uniquement dans le groupe de Sonatrach Engineering. Je pense qu'à peu près moins de 40% sont revenus. Et les autres sont restés, il y en a qui sont mariés là-bas, qui ont trouvé des emplois et qui sont installés. D'ailleurs, on les retrouve à la Silicon Valley. Quand vous allez, vous trouvez des seniors et ils vous disent, pour tous, nous sommes des boursiers Sonatrach. Il y a eu, donc, pour ceux qui sont revenus en Algérie, donc, ils n'ont pratiquement pas trouvé ni de plan de carrière, même pas d'accueil. Donc, l'accueil, c'était quoi? C'était d'avoir un bureau, une affectation et peut-être un logement. Tu parles des années 80, Agnès. Oui, je parle des années 80. Oui, vous précisez la période. Les années 80, c'était le grand retour. Parce que les gens sont partis, la plupart sont partis dans les années 70. Donc, pas d'accueil, pas de plan de carrière, un environnement très très limité, etc. Donc, beaucoup sont encore repartis. Certains, après avoir fait leur service militaire, sont repartis dans les pays d'origine, enfin là où ils ont fait plutôt leurs études. Et il y a un deuxième phénomène, c'est le phénomène, je dirais, de la fuite des cerveaux. Donc là, ça concerne des experts, des gens qui ont travaillé en Algérie, dans tous les domaines, le domaine médical, dans l'industrie, dans les services, etc., qui sont allés, je vais expliquer les raisons qui me paraissent évidentes, qui sont allés à l'étranger, dans des pays qui les ont accueillis à bras ouverts. C'est le pays du Moyen-Orient, en particulier les pays du Golfe, pour tous les gens du secteur pétrolier, mais aussi les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Europe. Tout ce qui était informatique était là, c'était très prisé. Donc, les raisons, pour les résumer, c'est socio-économique. Oui. Donc, déjà, les salaires n'étaient pas du tout en adéquation avec le coût de la vie. On se rendait compte que... Alors, parlant des salaires en particulier, dans mon audit à Sonatrach, les DG d'entreprises, surtout les entreprises, je dirais, d'engineering, en particulier, par exemple, la sismique, ou les sociétés de travaux comme le forage, ils me disaient qu'il faut à peu près 10 ans pour former un bon foreur. Ouais. Et il faut 5 à 8 ans avec des stages et une formation pour les sismiciens, donc les gens qui font de la sismique. Et il disait que pratiquement, on a un turnover permanent. C'est-à-dire que dès que les gens arrivent à un bon niveau, ils sont happés. Quelque part, ils ne vont même pas à l'étranger. Ils traversent. Ils partent d'un puits à l'autre, et c'est un puits américain. Et ils sont embauchés par Halliburton. Et ils sont juste en face. Et quand on voit les salaires qu'on leur propose, par rapport aux salaires, je dis internationaux, ils restent bas, mais par rapport aux salaires de Sonatrach, quand j'ai soulevé ce problème au niveau du ministère, donc c'était le rendu de l'audit, j'avais en face de moi le président du syndicat de Sonatrach et qui me disait en public, nous sommes une entreprise socialiste, nous avons une grille de salaire et nous devons la respecter. Alors, grille de salaire, respecter cette grille, alors je ne sais pas si vous connaissez comment se calcule le salaire dans les entreprises publiques, etc. J'avais précisé que je m'adressais essentiellement au personnel clé. Je considère dans tous les pays du monde, il y a un personnel qui est le personnel le plus important pour une société. On les met hors statut en quelque sorte. Oui. Et il disait que si c'était le cas, ça créerait des frustrations et qu'on ne s'en sortirait pas et qu'il fallait maintenir. Et donc voilà, je cite déjà un point de blocage, mais qui est algéro-algérien. Ça ne dépend que de nous. C'est un rapport de force, je veux dire une négociation entre l'État et les syndicats pour débloquer une situation. Mais face à une hémorragie, donc l'hémorragie est là, le mal, on le vit, il faut l'arrêter.
Et je dis tout de suite, il faut des mesures d'urgence. Mais bien sûr, personne n'osait affronter le syndicat pour des raisons politiques, on voulait ceci. Donc, l'effet était immédiat, donc une déperdition. La fuite des cerveaux, je pense que les causes sont à peu près identiques. On peut aussi remarquer deux points très importants. Les mathématiques en Algérie régressent. Les jeunes, les étudiants, les collégiens, les lycéens et même les universitaires ont pratiquement tourné le dos aux mathématiques. Je me souviens, il y a à peu près 30 ans, à Alger, il fallait réunir 3 lycées pour faire une seule classe de maths. Il faut bien retenir cela. Donc en quelque sorte, on se rend compte que la filière ingénieur, c'était M. Chitour, qui avait donné des chiffres. Il a dit aujourd'hui on produit autour de 8000. On va en 2022 ou 2021 8000 ingénieurs. Et pratiquement ça a baissé de 40% par rapport à 10 ans avant. Donc en fait, on produit moins d'ingénieurs. Il y a moins d'étudiants qui vont étudier les mathématiques. Vous voyez le cycle infernal. Donc on se retrouve de plus en plus dans une dépendance. Or, on revient à la case de départ, il n'y aura jamais d'ingénierie. On ne peut pas développer le génie national si on ne peut pas garder notre élite. Et là, la question, on pourra la discuter, quels sont les moyens de maintenir cette élite dans ce pays? Je pourrais donner quelques exemples de l'Irak. L'Irak est un bon exemple parce qu'ils ont formé plus de gens à l'étranger que l'Algérie. Ils étaient plus avancés que nous sur le plan industriel. Et allez voir si vous trouvez des Irakiens, des ingénieurs dans le monde. Vous allez trouver très peu. La plupart des ingénieurs revenaient au pays. Pourtant, ce n'était pas une démocratie, c'était pas... mais je sais, on m'a dit, les raisons pour lesquelles les étudiants revenaient, formés, et pourquoi ils revenaient au pays. Parce que l'ingénieur a un statut social déjà. Donc Voilà. C'était en gros les deux choses. Le statut social, à leur retour, ils avaient droit immédiatement à une maison individuelle. Et le président de l'époque avait pensé à cela, ils avaient créé des cités où il y avait de très belles résidences, et tous les gens qui revenaient de formation, ils avaient un véhicule et ils avaient une monnaie convertible. Donc en fait, ils étaient payés en dinars, et le dinar irakien était convertible. Et le salaire rapporté au dollar, ou n'importe quelle monnaie européenne, était supérieur au salaire des ingénieurs de ces pays. C'est-à-dire un ingénieur français, électricien, son salaire était inférieur au salaire de l'Irakien dans son propre pays. Absolument. Voilà. Très bien. Merci pour ces explications. Alors, on revient, M. Mourad Preur, sur cette mentalité EPC. On a la seule évolution, c'est formation et mise en service. C'est la seule évolution. Pourquoi on s'attache à cette formule EPC, études, procurement, construction? Moi, je trouve que la survivance de cette formule est un drame national. D'accord? Peu importe les argumentaires, je trouve que c'est une formule qui est inhibitrice pour tout développement scientifique et technologique national. C'est une vision complètement hors sol, décalée du développement industriel. D'accord? Quand j'étais à l'IFP, on avait visité le réacteur Osiris à Saclay, qui est le frère jumeau d'Osirak qui a été bombardé par... En Irak. Et les gens du commissariat à l'énergie atomique qui nous ont expliqué qu'en fait, ils ont acheté élément par élément le réacteur et ils l'ont construit, tout simplement. Bon, maintenant, la France a perdu son expertise dans le nucléaire, malheureusement pour elle, parce qu'on a arrêté Mais la démarche est la même. Je donne un exemple. N'importe lequel. Autoroute Est-Ouest, ou
les logements ADL. Dessalement d'eau de mer. Hein, Je dis autoroute Est-Ouest. Je décide, je pose sur la table 11 milliards de dollars. C'était ça le coût initial. Non, 6 au départ. 6. 11. D'accord. Je convoque, j'invite à venir les 5 ou 6 plus grands mondiaux dans le génie civil. Je leur dis voilà, 11 milliards de dollars, ils sont pour toi. Je t'offre en plus considère, d'accord? Maintenant, à combien je rentre dans ton capital? Et je t'offre la prochaine autoroute Alger-Tamanrasset et les voies ferrées Alger-Tamanrasset, tout ça en gré à gré. À combien je rentre dans ton capital? Tu as 1 semaine pour présenter ton offre. Ok? Lui, il va pas se casser la tête, il va aller voir Komatsu, le Caterpillar, ou là, il leur dit voilà, j'ai toute l'Algérie, je veux ces équipements, peut-être même à combien je rentrerai dans votre capital. Ok? C'est tout simple, c'est-à-dire que si les logements ADL, je te donne 1 million de logements. Et à combien je rentre? Je rentre à 33%, j'ai une minorité de blocage et à Khoya Amlik. Tout ça est pour toi. Et je sors ton pays, si c'est la France, de la situation d'impasse économique, ça serait une relance keynésienne et voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a découpé en rondelles les projets et on a mis ça, on a lancé des appels d'offres. Moi, je suis d'industrie pétrolière, je suis d'industrie qui m'ont poussé. Quand il y a un appel d'offres, ils se réunissent, les gars, alors tu le sais toi-même, à Londres ou à Paris ou et ils décident. Ils se partagent le gâteau. Moi, je suis de moins de 10 ans à Alger, toi, tu es de moins de 10 ans au Qatar, toi, tu es de moins de 10 ans, etc. Ils présentent des offres et toi, tu es tout content d'avoir. Donc, c'est un miroir aux alouettes, c'est une erreur complète. Mais là, le pire, c'est qu'il n'y a pas de vision. Moi, le problème, c'est pas que j'ai des kilomètres d'autoroute, c'est très bien. Ça va avoir un effet induit sur le développement. Mais le problème, c'est qu'ensuite, je puisse faire des kilomètres d'autoroute et remporter des marchés au Moyen-Orient ou ailleurs dans le monde. Absolument. D'accord? Et je suis présent à 30% dans un géant du BTP. Et j'ai contribué à en faire un géant. Parce que je t'ai dit, il va aller voir Caterpillar ou le Komatsu, il va leur demander, je veux un crédit fournisseur. Et ils vont lui donner un crédit fournisseur quand il leur demandera même de rentrer dans leur capital. Ouais, bien sûr. Donc, l'absence de vision, c'est-à-dire j'enseigne la stratégie, mais quand on n'a pas de stratégie, on va dans le mur, mais si on fait n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas, c'est binaire. Si tu es pilote de Boeing, tu dois atterrir, et si tu loupes ton atterrissage, tu ne vas pas leur dire je me suis disputé avec ma femme hier, ou ma belle-mère m'embête, ou j'ai une rage dedans. C'est binaire, tu as loupé ton atterrissage, tout court. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il te dit je fais du dessalement d'eau de mer. Il y a Mohamed Nabina, c'est pas possible, tu fais du dessalement. Soit tu as choisi l'osmose inverse, tu aurais pu choisir autre chose. Distillation multiflash, mais bon, et s'il dit, tu fabriques tes membranes, tu ne vas pas acheter des membranes toute ta vie. Le reste, la mécanique qu'il y a, les équipements, ce sont des équipements de pression et c'est pas des technologies captives. Ceci pour la transition énergétique, tu retrouves le même problème. Et là, la question qui se pose, parce que je la pose en termes, tout est binaire, où tu réussis, où tu vas dans le ravin, il n'y a pas... L'Algérie, elle a ce que l'Inde possède, par exemple, c'est le marché intérieur. Ce que la Chine possède, c'est le marché intérieur qui constitue un levier. Mais le marché intérieur à lui seul ne suffit pas, il faut aussi le patriotisme. Parce que tu sais, un Chinois, il va en France, on lui fait un pont d'or, mais il va revenir en Chine. Il va même pomper des secrets industriels pour les ramener en Chine.
il y a cette énergie qu'il a dans le ventre. Quand on était à Sonatrach dans les années 70, on ne touchait pas des fortunes. Mais moi, je voyais mon PDG, il roulait en R16, noir, mais R16. Les vice-présidents, ils roulaient en 204 Peugeot, ce qui était une voiture je me rappelle qu'Ahlouch, il roulait dans une 204 blanche, avec chauffeur, mais c'était ça le niveau. C'est-à-dire que si tu es dans... Parce que pour nous, c'était une mystique patriotique. Quand tu vas en réunion à Londres ou à Paris et tu dors à 3 dans une chambre d'hôtel et ensuite tu vas négocier des choses à des milliards de dollars et tu fixes des rendez-vous dans les grands hôtels à Oxford Street ou là pour qu'ils pensent que tu habites là-bas. On était à 3 dans une chambre d'hôtel. Ça m'est arrivé. Mais bien sûr, ça nous est arrivé, c'est ça le. Ça m'est arrivé ainsi. Bien sûr. Ils nous ont dit on veut envoyer un chauffeur, mais on leur a dit non, c'est pas la peine, on vient tout seul, on avait honte. Et bien sûr, il y a un collègue à Barcelone, tout le chauffe une limousine. Wahsan, قال له روح بعدني مولا limousine, قال له je suis à votre disposition pour tout votre séjour. Vous voyez, il s'est disputé avec le chauffeur de la limousine. Mais c'est ça, il y a une mystique, parce que pour nous c'était novembriste, et on voyait nos chefs qui ne roulaient pas sur l'or. D'accord, ils ne roulaient pas sur l'or. Maintenant, aujourd'hui, depuis les années 2000, il faut dire la vérité, il faut appeler un chat un chat. Hein? On a vu des fortunes, etc. Et ensuite, les gars, ils sont allés, ils ont abandonné Arzeu et Skikda dans les GNL, et ils sont allés au Qatar. Et maintenant, c'est eux qui opèrent les installations du Qatar. Oui. Maintenant, je termine parce que Lies avait insisté sur l'aspect formation. Mais la formation, tu dois former. Bon, j'ai dit, j'ai pris soin, j'ai dit, il y a une mystique patriotique. Ok? Une mystique patriotique, tu travailles pour ta patrie. Mais d'un autre côté, tu dois être reconnu comme tel. C'est pas normal que. Rang social. Oui. Moi, un chef de projet fait je me rappelle Daini Blayer 4 تاعو بعد قال لي ما تحطش رجلك هنا باسكو كاين ثقب. Et vous voyez le chef de projet مسكين مغبر كامل. Oui. C'est ça, cette mystique ne suffit plus maintenant. D'accord. Merci. Et je termine en disant une chose. Une seconde. C'est que l'Iran produit annuellement 234 000 ingénieurs. Si tu rajoutes les diplômés scientifiques, tu as 300 000. Okay? Les États-Unis, ils en produisent 239 000. Il faut produire. Ouais. Maintenant, il faut insuffler cette mystique patriotique, mais il faut produire en quantité parce qu'il y a des déperditions. C'est leur droit, s'ils veulent partir. C'est vrai. Merci. On va évoquer un autre goulot d'étranglement, un appel d'offres où il y a une condition, avoir réalisé un projet similaire. C'est ce que nous allons aborder dans la troisième partie de ce numéro d'Angle Mort. À tout à l'heure. Bienvenue à cette troisième partie de ce numéro de Angle Mort. Nous allons tout de suite entamer la première question, qui est celle relative à l'exigence d'avoir réalisé un projet similaire qu'on introduit dans les cahiers des charges de la commande publique. Mohamed Damou, je ne pense pas que c'est un handicap pour les nouvelles créations, les nouvelles entreprises. Absolument, absolument. En fait, je pense que je vais peut-être élargir un peu mon intervention parce que ça, c'est un point fondamental qui touche le code des marchés publics de manière générale. Donc,
Et je suis de ceux qui pensent qu'il est impératif, si nous voulons réellement développer l'ingénierie en Algérie, qu'il est impératif d'amender le Code des marchés publics. Pour une raison très simple. Nous avons des exemples dans le monde et comme on a expliqué, nous avons chacun jusqu'à 40 ans d'expérience dans le domaine. Nous avons vécu cette situation. Elle est bloquante en soi parce qu'elle est inspirée de modèles qui existent ailleurs, mais qui ont existé dans un autre contexte qui n'est pas du tout le même. Si on regarde ce que d'autres pays ont fait, ceux qui ont réussi en particulier, des pays comparables, qui ont réellement émergé, c'est tout simplement en utilisant leur carte client. Un pays, c'est quelque chose qui compte. Il a un marché, il a une capacité de financement qui fait que le fournisseur, quel qu'il soit, doit s'astreindre à ce que... Aux conditions imposées par... Donc, si vous demandez au fournisseur de transférer la technologie, il la transférera. Si vous lui demandez des compensations technologiques, il acceptera de le faire. Maintenant, pour que cela se fasse, il est impératif que sur les textes que nous devons élaborer, qui doivent amender probablement d'une manière ou d'une autre le Code des marchés publics, qu'on aille vers ce que nous appelons actuellement la souveraineté industrielle nationale. C'est un mot qui revient maintenant de plus en plus souvent. L'embargo sur la Russie a bien démontré... Absolument, la nécessité d'une souveraineté. Alors, pour cela, il est impératif de revenir sur un concept qui a été abordé par mon ami tout à l'heure, c'est le patriotisme national. Il faut absolument que dans les textes qui vont sortir, nous imposions aux acteurs, quels qu'ils soient, publics ou privés, de compter sur les compétences nationales. C'est-à-dire que quand vous avez un cahier de charge qui vous impose d'avoir une expérience dans le domaine, c'est complètement aberrant dans la mesure où on sait ce que c'est que la compétence. La compétence se construit, elle s'acquiert, elle s'élabore et on ne peut pas la construire à partir de zéro. Donc, une entreprise nationale, quelle qu'elle soit, doit un jour démarrer. Pour qu'elle démarre, il faut qu'on lui fasse confiance. Maintenant, elle, si on s'adresse à elle, à l'entreprise, et qu'on veut, d'ailleurs on doit le vouloir, c'est pas une question de... Quand on a entendu, on a vécu des situations où on met en concurrence une entreprise nationale avec une entreprise étrangère en disant si vous n'êtes pas concurrentiel, on retiendra l'entreprise étrangère. Ça, c'est pas un comportement patriotique. C'est pas normal. On doit absolument choisir parmi les entreprises nationales qui ont le minimum de capacité, mais qui, elles, sauront chercher la compétence qui leur manque là où elle se trouve. Et ça coûtera beaucoup moins. Et c'est comme ça qu'on va accumuler de l'expérience. C'est comme ça qu'au bout de 2, 3 ou 4 projets, l'entreprise nationale, le bureau d'études, aura acquis suffisamment de recul pour pouvoir faire en sorte que une autoroute dont a parlé mon ami tout à l'heure, on l'a fait une fois, mais la deuxième fois, on l'a fait tout seul. Un tunnel, la même chose. L'idée, c'est que le tunnel, la règle de base, c'est que l'entreprise qui réalise un tunnel, on peut le lui confier moyennant une collaboration intense avec les nationaux. Le deuxième tunnel, on le fait ensemble, et le troisième tunnel, on le fait tout seul. Ça, c'est prouvé, c'est à travers le monde. C'est comme ça que ça doit se passer. Donc, comment faire en sorte que ça se passe comme ça? À mon avis, il est impératif de revoir un peu le Code des marchés publics et de faire des amendements qui s'imposent, parce que autrement, on va continuer à vivre cette situation où ce qu'on appelle les donneurs d'ordre, ceux qui donnent les marchés, ont le sentiment d'être de bons patriotes parce qu'ils appliquent les textes. Ils appliquent le Code des marchés publics alors qu'en fait, le résultat est catastrophique. Donc voilà un peu ce que j'insiste sur ce point particulier. Il est impératif de revoir les textes actuels pour pouvoir les mettre, j'allais dire, au service du pays. Voilà. Merci. Merci.
Mourad Proj, si vous vous rappelez, on a construit le K120 de Sonacom en 1972. En 2025, il n'a pas changé. Ça permet aux gens de dire c'est des bras cassés, mais ils ne travaillent pas, ils n'innovent pas. Est-ce que des fois le comportement de certaines entreprises publiques, on le voit, les privés, Condor, Iris, le Géant, ils ont évolué. Le K120 n'a pas changé. Là, c'est un excellent exemple. C'est-à-dire, tu aurais pu parler du tracteur Sirta, que les Ils sont de la même génération. adorent. Tu peux parler de la mobilette avec de... Moteur Deutz, الفلاحين قاعد يدوه. Subhanallah. On est allé signer un contrat avec, comment ça s'appelle, Massey Ferguson. Alors qu'on a toute cette expérience sédimentée mais pas valorisée. Le problème est là. C'est-à-dire que, regardons les Chinois. On est en train de voir leurs véhicules qui sont aux technologies up-to-date. La preuve, c'est qu'ils sont en train de massacrer l'industrie automobile européenne. Mais les Chinois, leur avion, le C919, C'est une copie de l'Airbus A320. Oui, c'est ça. Airbus leur a vendu, ils ont acheté 100 Airbus, et ils leur ont dit, vous les fabriquez la moitié, chez nous. ou là, je ne sais pas combien, vous les faites chez nous. Exact. Les Pakistanais font la même chose, les Indiens, tout le monde fait la même chose. Bon, Air Algérie, pour ne pas la citer, pourquoi elle ne s'inscrit pas dans cette logique? Alors, les véhicules, le camion, il a remporté le Paris-Dakar face à des camions Mercedes, etc. Donc, le niveau conduit par des chauffeurs, donc il y a un problème réel. Pourquoi le bus Tana il est moche et l'autre il est pourquoi il n'est pas confortable? Les Chinois ils font ce qu'on appelle du reverse engineering, c'est-à-dire qu'ils achètent un bus, ils le démontent et ils remontent la chaîne de conception en sens inverse. Et ensuite ils t'améliorent, ils te font plein de belles choses et ils te font le bus. J'avais posé la question à un ancien PDG de SNVI à l'époque. Je conseillais le ministère de l'Industrie et dans une réunion, j'étais un peu furieux. Et je lui ai dit, les camionnettes chinoises, elles coûtent 50 millions. J'ai dit, parce que 90% du chiffre d'affaires de SNVI, c'est les charges personnelles. C'est pas l'armée qui va les sauver à ce truc-là. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Tu prends la camionnette chinoise, tu la démontes, tu refais le truc, tu vas chez Suzuki, tu lui dis, j'achète 100 000 moteurs, il bousse le karasek. Ouais. Hein? Oui, bien sûr. Et tu as ta camionnette, je suis sûr que tu vas la vendre à 20 millions, 30 millions, les gens vont être contents, et toi tu vas être content et tout. Alors là, bon, il m'a dit, j'ai des problèmes pour sortir les essieux du port. T'as les camions et les autobus. Il y a aussi des aéroplanes. C'est pas, ceux qui étaient à la tête de la SNVI, ce n'est pas des charlots, ce n'est pas des imbéciles. Il y a les blocages qui ont fait qu'ils sont restés dans cette dynamique. Maintenant, l'État ne peut pas, l'État doit être un régulateur. L'État propriétaire, c'est pas une... je suis pour le secteur public, attention. Hein. Mais là, le management des entreprises publiques doit être un management privé, c'est-à-dire il doit fonctionner comme des entreprises privées. Je discutais avec un DG, les corep, les bateaux. Je lui ai dit, voilà, tu devrais faire ça, ça, ça et ça. Il m'a dit, regarde, il m'a dit, tu vois cette pile de paraffeurs? Il m'a dit, ça c'est le ministère. Et tu vois celle-là, il m'a dit, c'est le holding aussi, moi, avec la S. Non, il m'a dit, je suis entre ces deux piles de...
C'est-à-dire, il ne peut pas être un manager. Et là, quand moi je dis patriotisme économique, le patriotisme économique doit être au-dessus de tout. Le principe de préférence nationale, il doit être indiscutable. Ça ne veut pas dire qu'il faut appliquer, ce n'est pas le protectionnisme. Le protectionnisme. Il faut que l'État crée les conditions de la compétitivité des entreprises nationales. Il faut que l'État oriente vers une articulation organique entre l'université et l'entreprise, d'accord? Il faut que l'État soit le grand chef d'orchestre du développement industriel, technologique, scientifique et technologique. Tu vois les gars de Borj Bouariri ou là de Sétif, ils achètent des dalles, ils achètent des composants, ils achètent, et puis ils travaillent sur une marque japonaise ou la sud-coréenne. Alors qu'un produit, un téléviseur par exemple, dans la stratégie industrielle, on le définit comme un système d'offres, c'est-à-dire c'est un portefeuille de sous-traitants. Ouais. Il y a la dalle, il y a des composants électroniques, et il y a des circuits imprimés. Il y a un marché mondial des dalles, il y a un marché mondial des circuits imprimés. Des composants électroniques. C'est-à-dire que normalement, c'est comme ça que les Sud-Coréens, les Chinois, etc., ont fait leur rattrapage et leur montée en gamme. Et ça veut dire que c'est eux, la fonction supérieure de donneur d'ordre aux sous-traitants, tu dois t'emparer de cette fonction. Si tu la laisses à Samsung ou là, à je sais pas qui, ou là, tu vas, quand il provoque l'obsolescence de son produit, tu vas être obligé de suivre. Oui, je rajouterai un point, si vous me le permettez, à propos du transfert de technologie, parce que je suis interpellé. Je rappelle que, encore, je reviens à mon métier, le pétrole. Lorsqu'on a construit le gazoduc Algérie-Italie, d'accord? Le gazoduc Algérie-Italie, en 1981, 80, 81, 82, en matière de pipe en eau profonde, c'était une innovation. Le détroit de Messine, c'est très profond. Et les Italiens, Agip qui intervenait, ont ramené des professeurs d'océanographie, de biologie marine, de machin, de partout, où ils ont étudié les problèmes de corrosion, etc., à des profondeurs. Et ils ont même construit un bateau, le Castora 6, hein, un bateau poseur de pipe. Et donc, il y avait un seul ingénieur face à eux, M. Belazouk. Un seul ingénieur, c'est tout un dispositif. Ouais. Ce qui fait que ça, c'est ce qu'on appelle un transfert de technologie inverse. D'accord? En sens inverse. Ils ont appris à faire du pipe en eau profonde. Maintenant, il y a le Castora 6, Castora 7, ils en ont fait plusieurs de ces bateaux. Et ils posent des pipes en eau profonde. On n'a rien retenu. On a oublié l'expérience. Alors qu'on a financé leur apprentissage, merci on a financé leur apprentissage dans les pipes en eau profonde. Voilà. Merci. On doit revenir à M. Mourad Goumiri. Lies Goumiri, pardon. Alors, c'est par rapport aux projets répétitifs qu'on refait toujours dans les mêmes normes et tout. Comment on peut tirer profit de cette situation de projet répétitif? On a tout à l'heure évoqué la première usine de liquéfaction de gaz, 67, c'est ça? Technip avait fait l'engineering et c'était un projet pilote. Donc c'est un projet qui n'existe pas et Technip n'avait pas, je dirais, la garantie prouvée qu'elle avait fait ailleurs, que ça marchait, donc il y avait un risque. Finalement, ce projet a très bien marché et c'était la première unité dans le monde.
J'ai posé la question à des gens de Sonatrach en disant j'aurais été là, peut-être, bon, ça remonte loin quand même, mais j'aurais essayé d'acquérir le brevet de fabrication. En fait, j'achète le projet tout entier et je deviens propriétaire. Ce qui aurait permis aux Algériens de bénéficier de cette connaissance, comment ils ont fait ce design, de comprendre comment on fait un plan, comment ça fonctionne, de refaire les calculs, etc., avec les logiciels, etc. Et je dis donc, dans la prochaine unité de liquéfaction, parce qu'on pouvait imaginer qu'on en a fait 2, nous, en Algérie, on puisse le réaliser. Et ensuite, comme nous étions des pionniers, on aurait pu donc devenir dans le monde les producteurs, fabricants d'usines de liquéfaction. Aujourd'hui, nous serons dominants. De manière générale, un pays peut décider, c'est difficile pour un pays de la taille de l'Algérie en tout cas, de faire de l'engineering de manière horizontale, tous secteurs confondus. Mais je pense que... On peut cibler. Tout à fait, mais ça a été déjà fait par des pays. Prenez Taïwan, ils sont les meilleurs, ils sont les premiers, mais pas dans tout. Dans les semi-conducteurs, des composants électroniques, et personne ne peut les détrôner. Donc ils ont mis, voilà, vous prenez la Corée du Nord, eux ils ont choisi l'armement. Vous ne pouvez pas leur commander un navire de transport ou un cargo. Par contre, si vous voulez des obus et tout ça, ils vous le donnent ça à profusion. Il y a Singapour, eux ils ont choisi le service portuaire par exemple, etc. Donc pour nous, l'Algérie, il aurait été très intéressant de commencer par exemple à faire un choix particulier, mais aussi en fonction de des fléaux qui nous guettent. Par exemple, le manque d'eau. Nous savons que nous sommes exposés à un stress hydrique. Donc, dont parlait tout à l'heure, c'est Mourad, le problème du dessalement, 75% des Algériens consomment de l'eau dessalée. 75%. Si vous voulez attaquer l'Algérie, eh ben, il faut l'assoiffer. Et pour l'assoiffer, vous lui coupez le recours au dessalement. Et comment vous le faites? Pas en bombardant, en simplement empêchant la livraison des membranes échangeuses d'ions qui servent à l'osmose inverse, etc. Donc j'avais déjà écrit un article il y a 10 ans, parce que j'ai fait mes études dans mon doctorat dans un laboratoire voisin. Dans l'information, il y a un projet qui est inscrit. Heureusement. Inscrit. Encore, non. Inscrit. Comme Couteau Sonatrach, c'est le même produit de base qu'on utilise pour les membranes de dessalement et les géomembranes pour la boue de forage. Et c'est des montants pharaoniques qu'on dépense alors qu'on peut les produire en Algérie. Il y a ça, mais il y a aussi la possibilité de faire une fusion-acquisition. Vous allez trouver une entreprise qui le produit, c'est des petites entreprises, hein, ce n'est pas des géants, hein, qui sont peut-être inconnus sur la place. Et vous l'achetez, et vous achetez, etc. Bon, ça c'est un autre sujet, parce que ça touche un peu à l'engineering. J'avais parlé de l'espionnage industriel, mais il y a aussi l'opération purement commerciale. D'aller acheter des entreprises qui ont l'engineering, qui sont en difficulté, parce que dans le pays où ils sont, il y a beaucoup de concurrence, et comme ils sont petits, ils se font dévorer, mais nous, ce qui nous intéresserait, ça serait de faire un take-over dessus. Mais on ne s'est pas posé la question où se trouve aujourd'hui l'engineering. L'engineering algérien, il est où? Vous pouvez me dire, dans les ministères, dans les laboratoires, l'université, à Sonatrach, où est-il? Donc ça, c'est une première question. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu des concentrations très importantes d'ingénieurs. Je peux au moins citer 2 cas. Il y a Brown and Roots Condor, je ne sais pas si vous vous souvenez. BRC, donc vous connaissez son histoire, etc., mais qui avait rassemblé combien? 400 à peu près ingénieurs. Donc. Il y a le commissariat aux énergies nouvelles. Donc j'ai travaillé là-bas, on était à peu près 400. Donc c'est des concentrations très importantes d'ingénieurs. On aurait pu... Il y a le CDER. Le CDER. Oui. Il faut voir le nombre, les chiffres. En tout cas, il y a des concentrations. Certains ont disparu, comme BRC. Le commissariat, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais à un moment donné, c'était une concentration extraordinaire. Quand on regardait la qualité
des ingénieurs et des docteurs qui étaient là-bas. Alors, la première question, c'est que qui a demandé une évaluation? Qui a exigé qu'il y ait des retours, des résultats, etc. On a l'impression, et je pense qu'il y a 1300 laboratoires en Algérie. 1600. 1600. Bon. Donc, là aussi, il y a certainement de la production, il y a des gens qualifiés, etc. Donc, je veux dire, les structures existent, la matière existe, il y a des apparitions et des disparitions, mais en fait, il n'y a pas de chef d'orchestre, il n'y a pas de pilote. Personne n'est au-dessus en se disant, voilà l'objectif, assigner un suivi et une obligation de résultat, qui fait que les gens qui dirigent à tous ces niveaux-là soient sous la contrainte de produire et de faire. Ne pas d'occuper des postes en disant, je suis commissaire, je suis PDG, mais pour faire quoi? Pour apporter quoi? Qu'est-ce que vous avez fait comme innovation, comme résultat? Si c'est la pure exploitation de champs de pétrole, etc., c'est pas ça la qualité d'un manager. Donc cette question est redondante, mais elle est complexe. Oui, bien sûr. Et en même temps, on irait sur le choix des dirigeants. À la fois avoir des gens qualifiés, mais imposer à ces gens également une obligation de résultat, des missions précises. Oui. Pour le dessalement d'eau de mer, il y a Algerian Energy, AEC, c'est ça. Il faudrait les mettre en face de leurs responsabilités en leur disant, depuis combien d'années vous faites des centrales? Combien vous en avez fait? Qu'est-ce que vous avez capitalisé? Êtes-vous capable de faire l'engineering et de monter seul une unité, d'exporter ces unités à l'étranger? Si ce n'est pas le cas, il faudrait à ce moment-là leur mettre un plan en leur disant, vous avez dorénavant une mission et on vous donne tel délai pour le réaliser. Donc il faut en quelque sorte donner un coup de pied dans la fourmilière. Parce que ce sont des dizaines de milliers de personnes, ingénieurs, doctorants, etc., répartis dans plusieurs secteurs. Et on voit que nous sommes à la fois exposés, c'est une forte exposition, à des fléaux qu'on ne contrôle pas, parce qu'on n'a pas le savoir-faire, la production. Je peux vous citer des cas, par exemple, vous prenez travaux publics, MTP. Tout à l'heure, c'est Mourad a parlé de l'autoroute Est-Ouest. Mais dans un pays normal, je dirais. Mais c'est c'est banal. On va investir 10 milliards de dollars. Moi, j'aurais fait la chose suivante. J'aurais dit, voilà, c'est quoi l'autoroute? Il faut voir. C'est des carrières, du bitume, et des labos, et surtout du matériel travaux publics. Vous savez combien il faut de camions, de tracteurs, de grues, de centrales à béton, etc. Première chose que je fais, j'appelle tout le secteur de l'industrie et je leur dis, vous allez vous préparer, nous n'allons importer rien. Ni centrale d'enrobage, ni centrale à béton. Et vous ne le savez peut-être pas, on ne produit pas en Algérie de centrale d'enrobage et de centrale à béton. Et vous savez certainement que ce n'est pas très compliqué. Vous avez vu une centrale, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas grand-chose. Donc la responsabilité des gens qui pensent, ils ne pensent pas en patriotisme et ils ne pensent pas en développement. Ils pensent en kilomètres d'autoroute pour dire, voilà, moi je veux une autoroute, mais ce n'est pas comme ça. Les choses auraient pu se passer. Imaginez SNVI ou une autre entreprise, le NTP, qui a un contrat de 1000 engins à délivrer dans 3 ans. Mais n'importe quel producteur connu, européen ou asiatique, viendrait en courant en leur disant, voilà, nous allons les produire, mais en Algérie, voilà notre unité, vous allez nous aider à les produire. Vous allez voir comment les choses vont changer. Exactement. Et toutes ces centrales d'enrobés, etc., vous savez, ça vient de partout. Ça vient de Chine, ça vient de Turquie, ça vient, etc. Donc, quand j'ai plongé dans les travaux publics, j'étais malheureux parce que je me suis dit, non seulement ce sont des étrangers qui construisent, des Chinois et des Japonais. En fait, en japonais, c'était le management. Les autres, c'était des Indonésiens, des Malaisiens, enfin, ils ramenaient ce qu'ils appellent leur sous-prolétariat régional. Par contre, les Chinois, c'était que des Chinois, mais on aurait pu imaginer, les Algériens ont eu peut-être 10%.
10%, Et encore, peut-être un peu moins. Au bas de l'échelle. Voilà, au bas de C'est les l'échelle, chauffeurs, il n'y avait pas de travaux tels que les, Aucune accumulation. voilà, les viaducs, les tunnels, etc. Donc ça, c'est un bon exemple en disant on aurait pu booster l'industrie mécanique en donnant un très 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 fort potentiel, faire venir les compagnies étrangères en joint venture, peu importe. L'essentiel, c'est que la gamme, En complément. voilà, la gamme de production, absolument, aucune importation, production locale. On n'achète que du matériel ENTP. Ça, c'est un exemple. J'ai parlé de la... Bon, alors, on peut parler des cimenteries. On peut parler des centrales thermiques. En 1980, le jour où je suis revenu en Algérie, Sonatrach m'a dit, vous allez visiter la centrale de Ras el-Hajjaj. Elle était en construction, mais très avancée. Et je me suis rendu compte, il y avait Cosider, qui faisait le génie civil avec GCB. Il y avait une société de câblerie, l'ENICAB, qui faisait la câblerie. Il y avait à peu près une dizaine d'entreprises nationales, publiques. Et il y avait le groupe Siemens. Alors eux, c'était beaucoup plus la partie électrique, donc la turbine. Toutes les tubulures étaient fabriquées par des entreprises locales, de Annaba, etc., qui faisaient, vous savez, c'est quoi? C'est un chauffe-eau. Hein. Et donc, le niveau d'intégration était à peu près, algérien, était à peu près de 30 à 35%, peut-être 40%. Nous sommes en 80. En 2005, 2010, toutes les centrales ont été pratiquement faites en EPC. Ouais, c'est ça, le problème. On aurait pu imaginer que ça soit à 100%, sur 15 ans, 20 ans. Bon. D'autant plus qu'on fabrique donc, avec les Américains la turbine. Oui, tout à fait. Donc, Voilà. Alors si vous on a posez la toutes question pourquoi, je reviens au départ à la question, l'État, les dirigeants n'ont pas l'objectif d'industrialiser. En tout cas dans les faits, peut-être dans l'esprit ils l'ont, mais dans les faits, je viens de le démontrer, avec l'autoroute, ils n'ont pas inscrit le processus d'industrialisation et donc de développement de l'engineering dans leur tablette. Merci. C'est l'inverse en fait. Il n'y a pas d'industrialisation sans ingénierie. C'est ça, ils sont intimement liés. C'est un préalable, c'est-à-dire qu'on commence par développer l'ingénierie pour préparer l'industrialisation. Ce n'est pas l'inverse. Merci Mohamed Damou. Donc, on laisse la parole à Mourad Breur pour clôturer cette émission consacrée à l'ingénierie. Je suis... merci. L'engineering, c'est la mémoire de l'industrialisation. Si tu t'industrialises et tu n'as pas un engineering qui est là pour accumuler, pour former, pour concevoir, pour se tromper, pour corriger ses erreurs, tu n'apprends pas. Le problème, on a formé. Ingénieur en génie civil, ingénieur dans le BTP, mais donc quand tu vois les tours ADL, c'est des Chinois. Pourquoi? C'est une insulte à notre intelligence, à notre histoire post-indépendance, tout ce qui a été fait. Mais quand même, les études sont réalisées par des bureaux algériens. Non. Chauffe, Le ministère de l'Habitat, c'est 100% étranger. Un mot à propos de l'ingénierie, d'accord? Donc c'est une chaîne. Avec la recherche-développement, avec le process engineering, avec ce qu'on appelle l'ingénierie industrielle, c'est concevoir une installation, tous les éléments, les turbines, les machins, tout ce qu'il y a dans avec le project management. Et bon, tu as l'engineering de mise en exploitation. La chaîne, il y a une transgression de cette chaîne. D'accord? On va recourir à l'EPC, Engineering Procurement Construction, et on a ensuite une installation de dessalement d'eau de mer où je ne veux pas être injuste avec nos compatriotes qui travaillent sur l'eau, mais une usine de GNL. Donc on va acheter une usine de GNL. Et donc, le processus, il est tué. Donc, en amont, il n'y a pas de process engineering.
Donc la R&D, il n'y a pas besoin de R&D. On a de la corrosion au mercure des échangeurs cryogéniques, le GNL, parce que le gaz ta'na fait le mercure. Bon, travailler de façon à améliorer les échangeurs en cupronickel, acier au carbone, tout le tintouin, d'accord? Et construire des installations de liquéfaction nouvelles qui consomment moins d'énergie. Nos complexes ils bouffent 15% d'autoconsommation. Et quand tu sais que Bendani, je rends hommage à Bendani, l'ingénieur, c'était le premier directeur de la Camel. On n'a rien gardé de ce qu'il a dans sa tête, il est parti à la retraite et... donc tu as l'engineering industriel qui est sous-traité à des cabinets qui eux-mêmes font le cahier des charges à l'appel d'offres. Ensuite, donc, ils règlent le tir comme ils veulent. Donc, bien sûr, Tawak ne participe pas. Et ensuite, tu as le project management. Et le problème, c'est que, bien sûr, les gars Tawak, ils ne veulent pas se mouiller parce qu'ils ne veulent pas l'engagement coudé les hadak, ils khawfou. Mais l'État doit aussi être la dépénalisation de l'acte de gestion et tout ça. Tu lui permets de se tromper. C'est pas un assassin. C'est un ingénieur. Il a voilà. Merci beaucoup à tous mes invités. J'espère qu'on aura l'occasion une autre fois de se rencontrer autour d'un autre sujet qui importe beaucoup les Algériens, surtout l'aspect économique. Merci à vous, à bientôt. Merci.